il y a une dynamique vraiment fascinante qui se déroule sous nos yeux tous les jours. C'est une bataille colossale en fait. Chaque fois qu'on sort son portefeuille ou son téléphone pour payer, on participe à cette guerre invisible pour le contrôle de notre argent. Ouais, et c'est une guerre dont on remarque à peine les batailles au quotidien. C'est clair. Et pour décortiquer ça aujourd'hui, on lance une plongée approfondie basée sur les travaux de l'économiste Philippe Erlin. Surtout son livre Apple, Bitcoin, PayPal, Google, la fin des banques. Un titre un peu provocateur d'ailleurs. Totalement. Et je précise tout de suite, c'est pas du tout un manuel d'économie poussiéreux ou aride. Ça se lit vraiment comme un thriller technologique. C'est le mot. C'est une lecture parfaite pour quiconque s'est déjà demandé d'où sortaient ces lignes de frais obscures sur un relevé de compte, tu vois. Ouais. Ou pour les passionnés de tech, vraiment capter ce qui se trame en coulisses. Parce que la grande question qui flotte au-dessus de tout ça, c'est... Est-ce que les banques traditionnelles vont disparaître ? Voilà. Est-ce que ces immenses forteresses qu'on pensait intouchables sont en train de se faire dévorer toutes crues par les géants du numérique? C'est le cœur du problème. Mais faut d'emblée amener une nuance hyper importante par rapport à ce que dit l'auteur. L'idée, c'est pas de dire que les agences bancaires vont s'évaporer demain matin ou physiquement disparaître de nos rues. Donc on va pas voir les banques fermer leurs portes du jour au lendemain, quoi. Non, le changement est beaucoup plus insidieux en fait. Ce qui se désintègre, c'est leur monopole historique. Et surtout, leur lien direct et privilégié avec le client. Ah, ce fameux transfert de pouvoir. Exactement. Les banques risquent de devenir juste la tuyauterie cachée du système. Elles gèrent l'arrière-boutique pendant que des acteurs beaucoup plus agiles s'emparent de la vitrine. D'accord. Alors, décortiquons un peu cette stratégie de la vitrine, du coup. Quand on pense interface utilisateur ou vitrine technologique, on pense direct à Apple. Forcément. Et ce qui est brillant avec Apple Pay, quand on y réfléchit, c'est qu'ils n'ont même pas inventé une technologie révolutionnaire au départ. Bah non, ils ont fait du neuf avec du vieux. C'est ça. Ils ont pris la puce NFC, le sans contact qu'on connaissait déjà, ils ont ajouté la lecture d'empreintes digitales pour sécuriser le truc, et bam, ils ont mis ça dans la poche de millions de personnes. C'est toute la force de leur approche. Et dans le livre, l'auteur souligne vraiment le coup de maître tactique d'Apple. Quand ils se sont lancés, ils n'ont pas du tout déclaré la guerre aux banques. Ils ont fait l'inverse, non? Ouais, totalement l'inverse. S'ils avaient créé un réseau indépendant d'un coup, ça aurait braqué tout le monde financier et effrayé le grand public. Donc ils se sont alliés avec les plus grandes banques américaines, avec Visa, Mastercard. C'est un vrai cheval de Troie, en fait. C'est le terme parfait. Attends, le but, c'était juste de rassurer tout le monde au début, de dire regardez, c'est votre carte habituelle, mais dans le téléphone. Précisément. L'objectif numéro 1, c'était de créer l'accoutumance, briser cette barrière psychologique. Pour que payer avec son smartphone devienne un réflexe. Voilà. Et une fois que le geste de payer son café avec un téléphone devient banal, le piège se referme. Faut pas oublier qu'Apple a déjà un atout massif. Des centaines de millions de cartes bancaires préenregistrées sur iTunes et l'App Store. Ah oui, la base de données est déjà là. C'est un levier de négociation dingue. Absolument. À partir du moment où le public préfère l'interface Apple, rien n'empêchera la firme d'imposer ses règles plus tard, voire de contourner les raisons classiques. Et ça met le reste de la tech en ébullition. On voit PayPal, par exemple, qui s'est séparé de sa maison mère eBay pour retrouver un peu d'agilité. Ouais, pour contrer Apple. Du coup, il s'allie direct avec des fabricants comme Samsung pour pas laisser le monopole de notre poche à Apple. C'est une vraie course à l'armement technologique. Mais ce qui est fou dans cette analyse, c'est qu'on a l'impression que c'est juste une guerre de géants dans la Silicon Valley. Sauf que la rébellion vient aussi d'un endroit super inattendu. Les supermarchés ? Ouais, les rayons des supermarchés, ils entrent. Les immenses chaînes de distribution entrent dans la danse. Et on comprend vite pourquoi avec un exemple simple. Tu sais, quand on va dans une boulangerie et qu'on voit carte bancaire à partir de 10 €. C'est pas pour embêter les clients, c'est juste que le réseau de la carte prend une commission à chaque fois. Exactement. Maintenant, si on imagine ça à l'échelle d'un géant comme Walmart. L'échelle change tout. Pour un mastodonte pareil, lâcher entre 2 et 3% de commission sur chaque achat par carte, c'est des dizaines de milliards de dollars volatilisés chaque année. Une vraie taxe privée qui grignote leur marge. C'est ça. Donc la réaction est hyper logique, ils essaient de contourner le péage. Walmart, avec d'autres grandes enseignes, a lancé son propre système qui s'appelle Currency. Et ce système ignore complètement la fameuse puce NFC d'Apple Pay. Comment ils font concrètement pour contourner un Visa ou un Mastercard? La méthode est d'une simplicité redoutable. Au lieu d'utiliser le réseau des cartes plastiques qui coûtent très cher, l'application affiche un simple code QR sur l'écran du client. D'accord. Le scanner de la caisse lit ce code et ça déclenche un prélèvement direct sur le compte bancaire. On élimine totalement la carte et tous les intermédiaires au milieu. Les économies doivent être gigantesques.
Et c'est un mouvement mondial, hein. L'analyse montre qu'en Chine, c'est encore plus radical avec Alibaba. Ah, Alibaba, c'est l'exemple ultime. Le géant du e-commerce a commencé par créer un simple fonds de placement en ligne pour ses utilisateurs. Qui s'est mis à brasser des milliards très vite. Ligne qui devient officiellement une banque. C'est un changement de paradigme total. Mais ça pose une question évidente. Comment les banques traditionnelles se sont retrouvées aussi vulnérables? Comment des vendeurs de téléphones ou des supermarchés peuvent les attaquer sur leur propre terrain? En creusant les chiffres avancés par Philippe Erlin, on voit des failles béantes dans leur modèle économique, surtout autour de la gestion matérielle de l'argent. C'est un gouffre. Si on prend la France, juste maintenir l'argent liquide en circulation, remplir les distributeurs, payer les fourgons blindés, ça coûte 2,6 milliards d'euros par an aux banques. Et les chèques engloutissent 2,4 milliards en plus, à cause du traitement manuel. C'est énorme. De l'autre côté, la seule chose vraiment rentable au quotidien, c'est la carte bancaire. Les commissions invisibles rapportent près de 2,7 milliards. Et si on ajoute la facturation des comptes courants, les agios sur des découverts, le secteur dégage un bénéfice net estimé à plus de 4 milliards d'euros. L'ironie est incroyable. Les banques ont tout fait pour nous éloigner du liquide, pour nous pousser vers le tout électronique, afin de prendre une petite commission sur chaque geste. Et finalement, Finalement, c'est cette même transition numérique qui va tuer leurs cartes en plastique. c'est ça, le smartphone va remplacer leur vache à lait. Mais au-delà de ces questions de profits occidentaux, la discussion prend une dimension plus sociale. Le modèle bancaire actuel crée une fracture mondiale massive. Les chiffres de l'exclusion bancaire sont vertigineux. Ouais, la moitié de la population adulte mondiale n'a pas accès à un compte bancaire. 2,5 milliards de personnes. C'est une véritable trappe à pauvreté. Sans compte bancaire, tu peux pas sécuriser ton argent autrement qu'en cachant des billets, ce qui t'expose au vol. Tu peux pas non plus créer d'entreprise légalement ou protéger ta propriété. Non, t'es exclu de l'économie formelle. Mais c'est là que l'innovation trouve des chemins de traverse. L'Afrique est un exemple fascinant de saut technologique. Ce fameux leapfrog. Au lieu de construire des agences physiques partout, ce qui coûterait une fortune, ils ont innové autrement. Des initiatives comme Orange Money ou M-Pesa au Kenya ont totalement rebattu les cartes. C'est brillant, parce qu'ils ont misé sur l'accessibilité. M-Pesa permet de stocker de l'argent et de faire des transferts avec un téléphone portable basique. Pas besoin d'un smartphone, dernier cri du coup. Même pas. Ça marche souvent par simple SMS. Pas besoin d'agence, pas besoin de justifier des revenus réguliers. Les points relais, ce sont juste les petites épiceries de quartier. Le téléphone devient littéralement le compte en banque. C'est paradoxal. Mais sur le paiement mobile, l'Afrique a une avance considérable sur l'Europe. Largement. Ils ont prouvé qu'on pouvait offrir des services financiers à des millions de gens sans passer par la case banque traditionnelle. C'est super inspirant. Mais si on ramène le regard vers le système bancaire des pays développés, le livre de Erlin pointe des risques qui font un peu froid dans le dos. On touche à la fragilité systémique, là. Ouais. On parle pas juste d'un vieux modèle économique, on parle d'un système qui menace de craquer. Tout le monde se souvient de Lehman Brothers en 2008, mais il y a un événement plus récent en mars 2013 à Chypre qui marque un tournant encore plus inquiétant. La crise chypriote. Ça a brisé un tabou absolu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas ? D'habitude, quand une banque fait faillite, l'État intervient et éponge les dettes avec l'argent public. Mais à Chypre, pour sauver les banques, les autorités ont pris une décision inédite. Elles se sont servies directement sur les comptes des clients. Attends, ils ont juste pris l'argent des déposants ? Exactement. Les clients qui avaient plus de 100 000 euros sur leur compte ont vu une part de leur épargne purement et simplement effacée pour renflouer la banque. C'est le fameux buy-in, le sauvetage de l'intérieur ? Oui, les déposants sont devenus des créanciers forcés. C'est un choc psychologique immense. On réalise que l'argent sur l'application de la banque, ça nous appartient pas vraiment en fait. C'est juste une reconnaissance de dette, et si la banque va mal, elle rembourse pas. La crise chypriote. Ça a brisé un tabou absolu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas ? D'habitude, quand une banque fait faillite, l'État intervient et éponge les dettes avec l'argent public. Mais à Chypre, pour sauver les banques, les autorités ont pris une décision inédite. Elles se sont servies directement sur les comptes des clients. Attends, ils ont juste pris l'argent des déposants ? Exactement. Les clients qui avaient plus de 100 000 euros sur leur compte ont vu une part de leur épargne purement et simplement effacée pour renflouer la banque. C'est le fameux buy-in, le sauvetage de l'intérieur. Oui, les déposants sont devenus des créanciers forcés. C'est un choc psychologique immense. On réalise que l'argent sur l'application de la banque, ça nous appartient pas vraiment en fait. C'est juste une reconnaissance de dette, et si la banque va mal, elle rembourse pas.
Et le plus alarmant, c'est que Chypre n'était pas un accident isolé. Ce précédent est devenu une directive européenne en 2016. Ce qui veut dire que c'est légal aujourd'hui. C'est une norme applicable. Le risque d'expropriation en cas de nouvelle crise majeure est inscrit dans les textes. Et l'architecture globale, comme la réglementation BAL 3, n'arrange rien. J'ai vu ce terme dans l'analyse BAL 3. L'auteur pointe ça du doigt, mais ça sonne hyper technique. On peut l'expliquer simplement. Bien sûr. Le principe de BAL 3, c'est de dire aux banques, pour être solides, gardez des réserves d'actifs sans risque. Sauf que les régulateurs ont décrété que la dette des États était un actif sans risque. Ah, je vois le problème arriver. Forcément, au lieu de prêter à l'économie réelle, aux artisans ou pour des logements, les banques achètent massivement de la dette d'État. Ça crée un cercle vicieux. La survie des banques devient totalement attachée à la dette des pays. Si un État flanche, ces banques plongent avec lui. C'est la définition même du risque systémique. Face à cette fragilité, le livre introduit une solution radicale, le Bitcoin et les monnaies complémentaires décentralisées. Pour beaucoup, ça reste hyper brumeux. Si on enlève le jargon technique, comment on explique le Bitcoin? L'analogie la plus simple, tirée du livre, c'est le grand livre de comptes. Imagine un immense cahier public affiché au mur sur la place du village. Tout le monde peut le voir. Tout le monde. Quand quelqu'un donne de l'argent à un autre, la transaction s'écrit dans ce registre. Mais au lieu d'avoir un banquier qui valide, ce sont des milliers de participants, les fameux mineurs, qui vérifient l'opération avec leurs ordinateurs. Dès que la majorité valide mathématiquement, c'est gravé dans le registre. Et sans autorité centrale. C'est ça. Le système récompense ces mineurs pour leur travail en leur donnant de nouveaux bitcoins. C'est de pair à pair. Un modèle basé sur les maths et la transparence. Et l'autre point crucial, c'est la limite. Le Bitcoin est plafonné à 21 millions d'unités. Pas une de plus. Ce qui le rend immunisé contre la planche à billets des États et l'inflation. C'est une sorte d'or numérique en fait. Mais la technologie derrière ça, la blockchain, elle permet de faire bien plus que juste envoyer de l'argent. C'est là qu'on redessine l'économie. Cette technologie permet de créer ce qu'on appelle des contrats intelligents, ou des colored coins. C'est-à-dire? Puisque ce registre public est infalsifiable, une ligne de code peut représenter une action d'entreprise, un titre de propriété ou un contrat d'assurance. Un contrat d'assurance qui fonctionne tout seul? Imagine une assurance contre les retards de vol. Le contrat intelligent est relié à la base de données de l'aéroport. Si l'avion a 2 heures de retard, l'algorithme débloque l'indemnisation immédiatement sur ton compte. Pas de paperasse, pas d'attente. Aucune intervention humaine. Et plein de startups, les fintech, utilisent déjà ces principes pour attaquer les secteurs lucratifs des banques, comme le crédit ou la gestion de fortune. Ça nous amène à la valeur pratique de tout ça. Qu'est-ce qu'on retient concrètement? D'abord, l'argent plastique est sur le déclin. Notre téléphone devient notre banquier. C'est le premier constat évident. Pour les petits commerçants ou les entrepreneurs, adopter ces nouveaux terminaux ou monnaies virtuelles, c'est une opportunité d'économiser massivement sur des frais de transaction qui semblaient incontournables. S'affranchir de Visa ou Mastercard, c'est désormais possible. Et sur le plan personnel, comprendre ces technologies alternatives, c'est essentiel pour diversifier ses options. Surtout face à un système bancaire aussi fragile. Voilà, c'est une question de protection. Reprendre le contrôle de ses propres droits de propriété, ne plus dépendre à 100% d'une monnaie unique ou d'institutions qui peuvent confisquer votre épargne en cas de crise. Ça offre vraiment des applications réelles pour protéger son patrimoine face à la révolution numérique. Et pour résumer l'esprit de ce livre, l'auteur utilise une métaphore que je trouve géniale. Celle de la sidérurgie, elle est très parlante. Comment ça s'applique aux banques? Philippe Erlin explique que les banques vont devenir la sidérurgie de la prochaine décennie. La sidérurgie est indispensable, on a besoin d'acier pour les ponts. De la même façon, on aura toujours besoin des banques pour gérer la tuyauterie très lourde de l'économie, la réglementation complexe, les opérations de marché. Mais elles perdent tout le côté séduisant. Exactement. Elles perdront le visage humain, le contact client et surtout les marges lucratives. Tout ça sera siphonné par les géants du web qui maîtrisent l'interface. C'est une image tellement claire. Ce livre est vraiment une lecture indispensable pour quiconque veut décoder l'argent de demain sans subir les changements. Ça donne vraiment envie de plonger dans les détails historiques et techniques de son œuvre. Absolument. Mais ça laisse aussi une réflexion hyper provocatrice en suspens. Si on quitte ce vieux système bancaire traditionnel pour confier l'intégralité de nos achats, de nos habitudes économiques à des géants comme Apple, Google ou Amazon. On change de maître, en quelque sorte. C'est la vraie question. Ne sommes-nous pas simplement en train d'échanger un monopole financier contre un monopole total sur nos données personnelles?
C'est le genre de dilemme qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement la prochaine fois qu'on paiera avec son smartphone.